Troisième et dernier lot d'archives sur le dossier Thomas Sankara. L'ambassadeur de France au Burkina a procédé ce jour à la remise officielle aux autorités burkinabais des documents qui seront reversés au juge d'instruction du tribunal militaire. On en saura un peu plus au cours de cette édition. La RN 18 retrouve de sa superbe foi du ministre des Infrastructures en visite sur le chantier. Les travaux de bitumage avancent avec un taux d'exécution de 37% pour les terrassements généraux et 33% pour les ouvrages. Un retard dans l'exécution reste néanmoins remarquable. Fada Bogandé, les détails, c'est à suivre. L'entrepreneuriat agricole passé au pain fin à l'université Joseph Kizerbo. Le thème mobilise de plus en plus et ce sont des milliers d'étudiants qui se passionnent pour les échanges avec le Larlenaba, agriculture hors sol, nutrition et entrepreneuriat. Nous en apprenons davantage avec nos reporters sur place. Hommage à nos dévanciers à la faveur des journées portes ouvertes de la télévision du Burkina. Ce soir, nous déroulons le tapis rouge à Inoussa Kinda, ancien présentateur du journal. Il revient à l'écran 20 ans plus tard. Inoussa Kinda, bonsoir. Bonsoir, Ruth. C'est un plaisir de partager l'antenne en votre compagnie. Plaisir partagé. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Ouvrons donc cette édition par cette crise qui perdure à la communauté musulmane. Le nouveau président Oumar Kouanda, qui devait être installé ce 17 avril, peine à retrouver son siège. Les partisans de son prédécesseur Asmane Sana en fin de mandat se seraient opposés à cette installation. Une opposition à l'origine d'échauffourées, d'où le recours aux forces de l'ordre qui ont procédé à des arrestations. Des concertations seraient en cours pour une issue à la crise. Il y a donc du nouveau dans le dossier Thomas Sankara Inoussa Kinda. Oui, exact. Le troisième et dernier lot d'archives sur le contexte de l'assassinat du président Thomas Sankara vient d'être officiellement et formellement remis aux autorités burkinabées. Constitué de 3 enveloppes, ces dossiers ont été remis par l'ambassade de France au Burkina Faso au ministre délégué chargé de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Ils seront reversés au dossier que détient à cet effet le juge d'instruction. Reportage Suleiman Sanou, Abdel Aziz Yagibou. Par voie diplomatique, la France dit lever définitivement le voile sur les archives qu'elle détient sur le contexte de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Ces archives, arrivées sous 3 plis scellés, constituent le troisième et dernier lot au dire de l'ambassadeur de France. Ce troisième lot d'archives concerne les archives du ministère de l'Intérieur, qui dispose de documents en lien avec l'affaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Certaines de ces archives étaient détenues par les archives nationales, d'autres par la Direction générale de la sécurité intérieure. 8 documents déclassifiés de la Direction générale de la police nationale proviennent des archives nationales. Ce sont les archives du service de coopération technique internationale de police, comme on l'appelait à l'époque, le STIP, qui est le service de coopération policière qui était présent au Burkina Faso, qui est toujours présent, mais maintenant on appelle ça un attaché de sécurité intérieure au sein de l'ambassade de France. Et aujourd'hui, ce STIP a été remplacé par la Direction centrale de la coopération internationale, et les autres documents étaient détenus par la Direction générale de la sécurité intérieure française. Nous avons informé des réceptions des lots les autorités burkinabées à la fin du mois de février 2021. Ces dossiers demandés par le juge d'instruction au tribunal militaire de Ouagadougou dans le cadre de la commission rogatoire internationale devraient contribuer à mettre la lumière sur le contexte de l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Je voudrais, au nom du gouvernement du Burkina Faso, traduire toute notre gratitude à la France pour cet acte qui est hautement symbolique pour notre pays. Et je crois que c'est un acte aussi qui traduit l'excellence de la coopération judiciaire entre la France et notre pays. Et nous croyons bien que ces documents, y compris le travail qui a été fait par le juge d'instruction du tribunal militaire Burkina Faso, vont permettre en tout cas de nous éclairer sur cette affaire que le monde entier attend. L'ambassadeur de France rassure que ces archives ont été transmises en toute transparence et conformément aux clauses de la coopération judiciaire qui lie la France et le Burkina. Les 2 premiers lots d'archives avaient déjà été déclassifiés et mis à la disposition de la justice burkinabé en 2018. Une promesse tenue du président Emmanuel Macron.
Nous en venons à la visite du chef de l'État au Congo, Roch-Marc Christian Kaboré. Y était pour encourager et féliciter son homologue Denis Sassou Nguesso, réélu pour un nouveau mandat. Il a donc assisté aux côtés de ses pairs à la cérémonie d'investiture au cours de laquelle le président réélu promet renforcer le rôle protecteur de l'État pour ses concitoyens. L'investiture, comme si vous y étiez, c'est avec notre envoyé spécial Olopoda. Palais des Congrès de Brazzaville. L'audience est solennelle et publique avec une seule affaire au rôle, l'investiture du président Denis Sassou Nguesso. À plus de 88%, les Congolais dans leur grande majorité ont accordé leur suffrage à Denis Sassou Nguesso qui rempile pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de la République du Congo. Cette confiance du peuple congolais, le président Denis Sassou Nguesso dit mesurer à sa juste valeur et s'engage à bâtir une République du Congo émergente et qui fera la joie et la fierté de ses fils et filles. Ce nouveau bail est placé sous le signe de la diversification de l'économie nationale avec comme priorité l'industrialisation, le tourisme, la gouvernance sociale et solidaire, l'économie numérique, la valorisation du capital humain et surtout le développement de l'agriculture. J'ai évoqué l'agriculture au sens large. Nous avons trop attendu. Cette ambition d'indépendance alimentaire sera créatrice d'emplois pour les jeunes qui participeront activement, non pas à l'agriculture de nos ancêtres, mais à une agriculture modernisée et mécanisée, au rendement efficace et au potentiel infini, intégrée dans des échanges régionaux et mondiaux. Aux côtés de ses pairs, le président Roch-Marc Christian Kaboré est venu non seulement honorer une invitation, féliciter son homologue pour sa réélection, mais aussi et surtout manifester la solidarité du peuple burkinabé envers le peuple frère du Congo qui amorce une nouvelle page de son histoire. Ces deux amis, le président du Faso ne pouvait ne pas être là. Et donc, par amitié et par fraternité, donc, il est venu spécialement pour cette investiture. Déjà, il faut savoir qu'il y a un lien fort entre Burkinabé et Congolais, du fait que beaucoup de Congolais font l'école comme l'ENAREF ou comme l'école de douane à Ouagadougou. Et ça crée des liens très très forts. Et ce sont à travers ces liens-là qu'on peut donc développer une relation beaucoup plus forte entre communautés et entre administrations également. La participation du président du Faso à l'investiture de Denis Sassou Nguesso traduit donc l'excellence des relations de coopération et d'amitié qui lient les deux peuples et la désignation d'un consul honoraire dans ce pays ami, annoncé par Roch-Marc Christian Kaboré, viendra sans doute renforcer l'axe Ouagadougou-Brazzaville. Le ministère de la Santé donc a organisé aujourd'hui une conférence de presse autour de la problématique de la vaccination contre la Covid-19. Le ministre de la Santé a annoncé l'arrivée de plus d'1 500 000 doses de vaccins à administrer gratuitement aux populations. L'occasion a été également bonne pour le ministre pour présenter aux journalistes le plan d'urgence de gestion des hôpitaux. Roger Kam, Amandil Lalsaga. Donner un nouveau visage aux hôpitaux de référence en cette période de crise sanitaire. C'est l'ambition affichée par le ministère de la Santé qui présente ici son plan d'urgence pour les formations sanitaires. Un plan bâti pour 2 ans. Le but, c'est de mobiliser environ 500 milliards pour injecter directement dans les hôpitaux afin de leur donner une bonne résilience face aux maladies en cette période de pandémie. Et pendant les 2 ans, nous allons négocier et amorcer une réforme du mécanisme et mode d'accompagnement des hôpitaux publics afin de leur éviter une mort prématurée une fois qu'on les inaugure. Ça aussi, c'est une réalité. Tous les hôpitaux de référence, en particulier 14 hôpitaux extensibles au gros CMA,
et renforcer la gouvernance des hôpitaux en période de réforme hospitalière pour améliorer donc l'offre des soins sur une gouvernance vertueuse et qui répond aux réformes hospitalières de l'heure. Le ministre Charlemagne Ouédraogo annonce également l'arrivée prochaine au Burkina Faso du vaccin AstraZeneca. Ce sont près d'1,5 million de doses qui sont attendues. Il ne s'agira pas d'une vaccination en campagne pour rentrer dans les maisons. C'est en stratégie fixe avec l'information pour que n'importe qui n'aille pas se faire vacciner parce que si vous n'êtes pas éligible, vous ne devrez pas aller vous vacciner. Et dans ce mécanisme COVAX, nous ne pourrons pas couvrir tout le monde. C'est pour cela que nous allons nous adresser aux couches vulnérables selon les conseils du GTCV pour pouvoir déployer les 20% de couverture. En attendant l'arrivée effective des doses, le ministre de la Santé invite les journalistes à prendre une part active dans ce qu'on pourrait appeler l'acceptation du vaccin AstraZeneca. Je vous le disais en titre, la RN18 route Fada-Bogandé est en chantier, 129 km à bitumer et pour l'instant, le ministre des Infrastructures se dit satisfait de l'avancement des travaux. 37% de taux d'exécution des terrassements généraux pour 33% d'ouvrages. Nous mettons le cap sur le chantier pour un constat avec Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. Les travaux de bitumage de la RN18, route Fada-Bogandé, avancent bien malgré un léger retard. La plupart des ouvrages de franchissement sont en phase terminale, comme c'est le cas ici au pont de Kongaï, long de 105 mètres. Le démarrage a été quelque peu difficile. Nous avons un certain retard, mais le constat que l'on peut faire aujourd'hui, c'est un constat de satisfaction. Parce que vous avez vu avec nous, les terrassements généraux sont estimés actuellement à 37%, pendant que les ouvrages ont été exécutés à 33% environ. C'est pour dire que la plupart, en tout cas, des travaux nécessaires à ce que ce chantier prenne corps effectivement sont réalisés, et ce, sur l'étendue du chantier. Il reste 4 mois pour que l'entreprise PFO, en charge des travaux, livre l'infrastructure. Difficile d'être dans les délais, mais la route sera praticable avant l'installation de la saison des pluies. On a plus que 18 équipes de génie civil. On a démarré le drainage. Donc, pour le moment, on a un objectif à court terme, c'est dans 2 mois le début de saison pluvieuse. On doit assurer la circulation. Et dès la fin de saison pluvieuse, on doit mettre le paquet pour terminer les travaux. Avant la visite de terrain, le ministre Bougouma a eu un tête-à-tête avec une délégation du mouvement RN18 qui a égrené quelques préoccupations. Le ministre a dit prendre bonne note et a salué le sens des responsabilités de ce mouvement de veille. Le ministre de la Sécurité a procédé hier vendredi à Kaya à l'inauguration du siège de l'Office national d'identification. L'installation de cette antenne régionale renforce la politique nationale de sécurité dont le but est de rapprocher les services des populations. D'une capacité de production de 1000 cartes par jour, l'antenne régionale va étendre service à la région du Sahel. Notons que cette cérémonie a été parrainée par le ministre de l'Énergie, des Carrières et des Mines. Le reportage de Martin Ouédraogo et de Jacques Ouédraogo. L'Office national d'identification ONI se rapproche des populations de la région du Centre-Nord. Cette cérémonie d'inauguration marque le démarrage officiel des travaux de l'antenne régionale basée ici à Kaya. Cette déconcentration, selon le ministre de la Sécurité, entre dans le cadre de la politique nationale qui est de réduire les distances entre les prestataires de services du gouvernement et la population. On n'aura pas besoin de prendre le car pour aller à Ouagadougou pour retirer sa carte d'identité. C'est sur place ici à Kaya que tout sera produit avec la même qualité que si c'était à Ouagadougou. Donc on gagne du temps, on gagne en qualité et on gagne également dans les déplacements.
D'une capacité de production de 1000 cartes par jour, l'antenne régionale du Centre-Nord va étendre ses services à la région du Sahel. Les besoins sont donc énormes et l'Office national d'identification se félicite de l'ouverture de son siège dans la cité du cuir. Nous souhaitons qu'à l'échéance de septembre 2021, on puisse sortir au moins 2000 cartes d'identité à travers le doublement des équipes et la multiplication des machines qui va s'opérer dans les mois à venir. Donc nous souhaitons que cette région du Centre-Nord puisse embrasser aussi les demandes venant de la région du Sahel de façon temporaire, de sorte à ce que, avant que la région du Sahel n'ait sa propre antenne, la région du Centre-Nord abrite plus de 200 000 déplacés internes. Sa population a considérablement augmenté et les demandes sont aussi fortes. L'inauguration de cette antenne régionale, selon les parrains de la cérémonie, va permettre de répondre de façon efficace aux besoins du moment. Dans le passé, on pouvait prendre plus de 3 mois ou 4 mois pour avoir même le retour d'une pièce. Aujourd'hui, en une journée, tu peux l'avoir. C'est indéniablement un grand pas. Et je voudrais saluer donc les efforts du gouvernement avec à sa tête donc le ministre de la Sécurité. Après cette cérémonie d'inauguration, le ministre de la Sécurité a procédé au lancement officiel des premiers enregistrements ici à la gare routière de Kaya. Des nouvelles à présent des journées portes ouvertes de la télévision du Burkina. Les visiteurs ne se font pas prier pour découvrir leur maison mère et ses installations techniques. Pour ce deuxième jour, plusieurs ont effectué le déplacement des provinces. Nous voyons cela avec Kounsoun Koulibaly et Ahadi Sandamba. Venus de Ouagadougou pour certains et des provinces pour d'autres, ils visitent la télévision nationale. Des stands d'exposition de la mémoire technique de la nationale du son et de l'image au studio, en passant par la régie et le plateau du journal télévisé, les visiteurs découvrent ici les moyens techniques dont dispose la télévision nationale. En tout cas, si vous avez fait sortir tous ces appareils, c'est que vous avez trop souffert avec beaucoup de choses ici. Et les informations, vous vous êtes tué vraiment pour donner beaucoup d'informations. Ce qui m'a plus marqué, c'est au niveau de la présentation. Ce que je pensais, j'ai vu que c'est carrément le contraire de ce que moi je pensais. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on est arrivé au niveau de la salle de montage et on a vu vraiment, on a rencontré les dames qui travaillaient vraiment dur pour passer une émission à 13h. Et vraiment, c'est vraiment un effort à saluer. Pour lui, ce n'est pas une découverte. C'est un ancien de la maison. Il est venu s'imprégner des nouvelles conditions de travail. En tout cas, au niveau du matériel, les choses ont bien changé, ne serait-ce que sur le plan technique, parce que les équipements que je trouve ici sont très différents de ceux qu'on avait à l'époque. Le contexte aujourd'hui est peut-être plus difficile qu'il ne l'était à notre époque. Aujourd'hui, vous avez d'autres chaînes nationales qui sont là, d'autres télévisions privées. Vous avez également, grâce aux satellites, accès à plusieurs autres chaînes internationales. Et vous avez les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous devez faire preuve de plus de professionnalisme, de plus d'application dans la recherche de l'information juste. Ces visites se tiennent en faveur des journées portes ouvertes de la télévision nationale. Des journées qui se déroulent du 16 au 18 avril prochain. Le projet Biostar a été officiellement lancé ce jeudi 15 avril à Ouagadougou, coordonné par le CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique, et financé par l'Agence française de développement, et cela en partenariat avec l'Union européenne, et cela à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Le projet Biostar vise à renforcer la production énergétique à travers la transformation des résidus agroalimentaires en bioénergie, une énergie renouvelable. Le reportage de Kounsoun Koulibaly et de Vincent Kiandrebego. Désormais, les résidus d'arachide et autres produits agroalimentaires ne seront plus jetés dans la nature, ils seront plutôt utilisés à la production de l'énergie au profit des petites et moyennes entreprises. Tel est l'objectif du projet Biostar qui a pour vocation d'accroître l'accès à l'énergie dans les zones rurales. L'objet de ce projet, c'est de voir comment il est possible de valoriser au mieux les résidus issus des unités de transformation agroalimentaire pour subvenir à leurs propres besoins en énergie. Alors ces résidus, on peut les transformer pour faire soit de la chaleur, soit de la force motrice, soit de l'électricité.
qualité. On a beaucoup de rejets, beaucoup de résidus qui ne sont pas réutilisés, alors que ça a un potentiel énergétique. Donc pour pouvoir les réutiliser, il y aura une baisse de coût de production, donc beaucoup plus de bénéfices pour les entreprises agroalimentaires. Biostar a vu le jour grâce à l'appui de partenaires techniques et financiers, notamment l'AFD, l'Agence française de développement et l'Union européenne. Le projet total, disons, ça fait une valeur de 7 milliards et demi de francs CFA et la contribution de l'Union européenne à cette enveloppe, c'est de 6 milliards. 5 filières agroalimentaires sont concernées, à savoir l'arachide, le karité, le riz, la mangue et l'anacarde. Ce projet est le fruit d'un partenariat nord-sud et mis en œuvre au Burkina Faso pour une durée de 5 ans. Il prévoit de promouvoir un développement durable des PME de transformation agroalimentaire dans les zones rurales. Un thème qui passionne désormais et oriente le choix de plusieurs jeunes entrepreneurs. Il s'agit de l'agriculture. Il en a été question à l'université Joseph Kizerbo à l'occasion de la 2e édition du Café des entrepreneurs, organisé en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie. Il a été question cette année d'agriculture hors sol, de nutrition et d'entrepreneuriat. Plusieurs étudiants se sont mobilisés pour échanger avec le Larlé Naba Tigré et toucher du doigt les réalités de l'entrepreneuriat agricole par une visite de ferme à Dapelgo. Constat avec Moussa Outraogo et Ahadi Sandamba. Tous étudiants de l'université Joseph Kizerbo et en fin de cycle pour beaucoup d'entre eux. Ils sont ici à l'école de l'entrepreneuriat agricole. Nous sommes dans la ferme du Larlé Naba Tigré à Dapelgo. À travers cette visite, ils s'imprègnent des réalités du terrain. Nous avons vraiment tiré satisfaction de tout ce qu'il a dit lors de la conférence. Et nous avons également beaucoup appris sur le terrain, vu que c'est purement de la pratique. Et ça a également beaucoup boosté notre vision des choses. Et nous avons vu que les moyens qu'il utilise, ce sont des moyens assez abordables, que tout jeune entrepreneur qui a la discipline et l'ardeur nécessaire peut arriver à atteindre ses objectifs. Cette visite se tient dans le cadre de la 2e édition du Café des entrepreneurs, une initiative de l'université qui entend booster l'esprit d'entrepreneuriat chez les étudiants en fin de formation. Les étudiants ont cet espace-là pour échanger et pour voir qu'il y a d'autres possibilités en dehors de la fonction publique, parce qu'on sait très bien que les étudiants de nos jours, quand ils finissent, ils attendent toujours d'être embauchés par l'État. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à eux. Avant cette visite terrain, les étudiants ont droit ici à une conférence publique sur l'agriculture hors sol. Il faudrait amener les enfants à comprendre qu'il faut oser entreprendre, il faut prendre des risques et tenir, avoir foi, le courage et le travail, et on peut réussir au même niveau, au même titre que ceux qui ont eu la chance d'être dans la fonction publique. Le Café des entrepreneurs, c'est aussi des stands d'exposition des travaux d'étudiants et des partenaires de l'université. Une façon de montrer aux étudiants l'exemple de l'entrepreneuriat réussi. Le Centre des métiers de l'eau, siège de l'ONEA à Pissy, a abrité le lancement d'activités conjointes entre l'ONEA et l'Association africaine de l'eau. Ce partenariat entend contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable, à savoir l'accès universel aux services d'eau et d'assainissement à l'horizon 2030. Reportage Bernard Kombelem et Marguerite Douagnossou. L'Office national de l'eau et de l'assainissement, à travers le Centre des métiers de l'eau, présente son plan d'action triennal 2021-2023. Un programme porté à la connaissance des élus nationaux, des partenaires techniques et financiers et à l'ensemble de la communauté nationale des acteurs de l'eau. C'est à l'occasion du lancement des activités entre l'ONEA et l'Association africaine de l'eau. Ce partenariat va se focaliser sur 4 programmes. Il y a le programme SAO Switch, qui concerne l'assainissement inclusif à l'échelle des villes. Et il y a également un programme financé par l'USAID qui est AFRICAP. Et nos activités vont se focaliser sur ces 3 composantes-là. Un dernier programme qui concerne l'Académie africaine de l'eau. L'Académie africaine de l'eau Awaza, dont le siège sera basé en Ouganda à Kampala. Le Centre des métiers de l'eau dévoile dans la foulée ses perspectives de construction d'un nouveau bâtiment administratif. Ce nouveau bâtiment pour lequel nous venons de poser la première pierre est un dispositif vraiment majeur
dans l'exécution du mandat qui est ainsi confié à l'ONIA. Tant que l'association va exister, l'ONIA sera son représentant pour exécuter ses activités en Afrique de l'Ouest. À travers son centre des métiers de l'eau, l'ONEA développe désormais une expertise qu'elle compte déployer dans la sous-région et sur tout le continent africain. De leur côté, les propriétaires des mini-stations d'essence se mobilisent pour mieux assainir leur milieu et le rendre plus fiable. Au cours d'une conférence de presse et réunis au sein d'une association, ils plaident pour un accompagnement du gouvernement dans le processus d'obtention des documents légaux. Kounsoun Koulibaly et Nyakiteda. Difficile, voire très dur, de déchiffrer avec exactitude les mini-stations d'essence installées parfois dans des situations irrégulières dans plusieurs villes du Burkina. Les propriétaires eux-mêmes ont du mal à le définir. Dans la seule ville de Ouagadougou, ils ont un chiffre quand même, mais un chiffre approximatif, la cinquantaine disent-ils. C'est un recensement fait selon la nomenclature des promoteurs membres de leur association. Et pourtant, chaque jour, ces pompes naissent de façon spontanée, pour la plupart sans agrément d'ailleurs. Les principales causes du nombre important des stations d'essence sans autorisation dans nos cités sont les absences d'accompagnement, la lourdeur administrative, le manque d'opportunités et de moyens pour les réalisations de la jeunesse. Néanmoins, ils sont conscients que la situation prend de l'ampleur et inquiète, d'où cette conférence de presse pour appeler de tous leurs vœux à un assainissement du milieu pour un secteur porteur. Oui, c'est un constat réel. Mais c'est que la plupart de ces stations ont existé. En fait, les domiciles sont venus trouver certaines stations. Au début, c'était des pompes ménagères. En plus de ça, il y a des stations qui poussent dans des zones d'habitation. Vous voyez, raison pour laquelle nous demandons à approcher les autorités pour parler de certaines situations. L'association des propriétaires des mini-stations a vu le jour en 2019 et reconnue officiellement en 2020. Elle se démarque des vendeurs d'essence dans les bouteilles et entend se battre afin que tout propriétaire de mini-station d'essence soit à jour vis-à-vis des textes en vigueur. Réussir ses études et sa vie, c'est le titre de l'ouvrage de la femme politique burkinabé Yéli Monique Kam. C'est un guide éducatif dont la mission est de montrer aux jeunes la voie de la réussite dans les études et dans la vie tout court. L'ouvrage a été dédicacé jeudi dernier à Ouagadougou sous le parrainage du ministre de la Jeunesse. Reportage Adama Guiti, Marguerite Douagneau. Dans ce guide éducatif de 51 pages, Yéli Monique Kam trace par sa plume l'itinéraire que chaque élève devrait suivre pour aboutir à la réussite. Le travail méthodique et continuel, l'adoption de bonnes attitudes telles l'assiduité dans l'apprentissage des leçons sont autant de clés de succès que Monique Kam propose par le truchement de cet ouvrage intitulé « Réussir ses études et sa vie ». Un ouvrage qui vient en renfort à son engagement politique pour booster le développement par une éducation de qualité. Le résumé de ce livre, c'est quelques consignes pour nos enfants, les jeunes, depuis la base, à développer de bonnes attitudes, la discipline, l'assiduité, la ponctualité. Ce guide pratique est, selon son auteur, destiné à toutes les personnes qui ont fait le choix de réussir leurs études et leur vie. Militante engagée pour la promotion de l'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, Yéli Monique Kam est titulaire d'un Master 2 en marketing et stratégie. Dans un autre registre, on parle mode et tourisme avec la sortie officielle du nouveau catalogue du Burkina. C'est un document qui favorise le recensement des créateurs et mannequins et il a pour promoteur Issa Sorogo, dit Sorobis. Ce dernier entend ainsi rendre la mode plus vivante en valorisant les potentialités de notre culture. Bernard Koumbelem et Marguerite Douagneau sont allés à sa rencontre. Catalogue de mode et de tourisme de Burkina Faso, premier du genre au pays des hommes intègres selon le concepteur. Une idée qui fait suite à la soirée Fashion Live qui signifie la mode vivante. Issa Sorogo alias Sorobis en est le promoteur. Il est également le représentant de la marque Sorobis aux États-Unis d'Amérique. Il était grand temps
que nous ayons un catalogue de mode au Burkina Faso. Vu l'abondance de textiles que nous connaissons au Burkina Faso, le Faso d'Anfani, le Kokodunda, le Dafinso, il fallait que nous ayons un catalogue qui puisse recenser, répertorier nos modèles, un catalogue qui nous ressemble. Né en septembre 2020, en pleine crise sanitaire mondiale, la sortie officielle du catalogue s'est faite le 5 avril 2021 à travers le document. Le promoteur met sur un même podium plusieurs créateurs et mannequins burkinabés. Nous étions 23 créateurs à avoir travaillé pour la soirée Fashion Alive et pour le catalogue, les photos qui ont été prises au-delà même du podium sur les sites touristiques, nous en avons rajouté 4-5. Donc au total 30 créateurs que nous avons rassemblés. C'est vraiment un exploit pour nous. C'est représentatif du Burkina Faso, de toutes les couches, de toutes les catégories. Nous avons tendu la main à la jeunesse, c'est-à-dire les jeunes créateurs, les anciens, dont Patéo. On a fait un travail d'ensemble. À découvrir également dans le document plusieurs sites touristiques du Burkina Faso, à savoir les cascades de Bamfora, les dômes de Fabédougou, la mosquée de Dioulasoba, le monument des martyrs, pour ne citer que cela. Le catalogue de mode de tourisme se veut une vitrine pour mettre en exergue les talents et le savoir-faire des créateurs burkinabés d'ici et de la diaspora. D'habitude, c'est nous qui copions sur les autres pays, les pays limitrophes ou les pays occidentaux. Mais maintenant, je crois que les gens ils vont commencer à copier à partir de notre catalogue. Avec l'arrivée de ce document, beaucoup de personnes à travers le monde pourront s'inspirer et voir comment on fait les coupes à travers le Faso d'Anfani, le Kokodunda ou le Dafinso. Et c'est un trésor. Le Burkina Faso devient la plateforme, je dirais, mondiale de la mode, à la limite la plateforme africaine de la mode, et que nous demeurions, Ouagadougou demeure pour le Burkina ce que Paris a été pour la France. Le catalogue de mode de tourisme sera disponible dans tous les points de vente dès le lundi 19 avril 2021 au prix unitaire de 10 000 francs CFA. Le nouveau bureau de l'Organisation des transporteurs routiers du Faso, OTRAF, de la gare de Tampuy, élu depuis septembre 2020, a été présenté et installé la semaine dernière. La mission de ce bureau, installé pour un mandat de 5 ans, sera de veiller à l'intérêt des transporteurs routiers sans distinction. Commentaire, Sekou Zongo. Le bureau de l'Organisation des transporteurs routiers du Faso OTRAF, la gare du quartier Tampuy de Ouagadougou, ici présenté. Élu en septembre 2020, le nouveau bureau devrait s'occuper uniquement des questions relevant de la gare de Tampuy, étant entendu que sur certaines questions, il dépend toujours du bureau national. La section gère uniquement les problèmes liés à la section gare de Tampuy et toute difficulté qui viendrait à naître à la gare ou à l'exploitation. Et il essaiera de faire de son mieux et il rendra compte au bureau national qui pourra le venir en appui. Donc leur mission, c'est concomitante avec le bureau national. Le nouveau bureau installé a un mandat de 5 ans, un mandat qu'il place sous le signe de l'union et de la tolérance. C'est un mandat placé sous le signe de l'union, la solidarité, le dialogue et la tolérance. Créé en 1995, l'Organisation des transporteurs routiers du Faso OTRAF est une organisation syndicale pour la défense des intérêts matériels et moraux des transporteurs. Selon son président, il souligne qu'avec l'installation du bureau OTRAF de la gare de Tampuy, c'est un pas de plus vers une organisation plus dynamique et efficace. Clin d'œil à l'international avec le dernier congrès de Raúl Castro, 89 ans, frère de Fidel Castro, un congrès historique pour le Parti communiste cubain qui devrait voir Miguel Díaz-Canel prendre les rênes dès lundi prochain. Le départ de Raúl tourne une page pour les Cubains dont la plupart sur l'île n'ont jamais connu de dirigeants en dehors des révolutionnaires castristes. Raúl Castro appelle à un dialogue respectueux entre Cuba et les États-Unis sans pour autant renoncer au socialisme. Le dirigeant de 89 ans a formulé ce vœu lors du congrès du Parti communiste cubain qu'il dirige encore avant de céder sa place lundi au président Miguel Díaz-Canel. Quant à moi, ma tâche de premier secrétaire du comité central du Parti communiste de Cuba s'achève avec la satisfaction de l'avoir remplie et la confiance dans l'avenir de la patrie.
Aussi longtemps que je vivrai, je serai prêt, le pied à l'étrier, prêt à défendre avec plus de force que jamais la patrie, la révolution et le socialisme. Crions vive Cuba libre, vive Fidel, la patrie ou la mort. Viva Fidel! Patria o muerte! Le départ de Raúl Castro en retraite survient à un moment où les Cubains traversent une période difficile et font face à des pénuries alimentaires. J'ai l'espoir qu'avec ce congrès, la situation s'améliore parce que tout est très cher, les salaires ont augmenté, mais ça n'a rien changé. J'en suis au même point, je n'ai pas assez d'argent. Le congrès du Parti communiste prévoit de se pencher sur les réformes à conduire alors que les autorités font face à une grogne sociale sans précédent, facilitée par l'arrivée récente de l'Internet mobile. Vous l'avez donc suivi tout au long de cette